Bonjour et bienvenue dans Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Chaque lundi, dès 7h, nous partons à la découverte d'une personnalité lumineuse et qui porte une voix d'éveil des consciences. Je suis Anne Guéquière, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Dans ce podcast, j'explorerai les thèmes qui m'enchantent et me font cheminer depuis plus de 20 ans autour d'une vision holistique de l'harmonie du cœur, du corps et de l'esprit, en espérant que ces thèmes sauront vous inspirer vous aussi. Retrouvez toute l'actu de Métamorphose sur fémininbio.com et des surprises à gagner sur mon Instagram Métamorphose Podcast. Ce podcast est soutenu par notre partenaire officiel, une entreprise dont je suis fan et que je suis depuis très longtemps, l'entreprise familiale Léa Nature, premier fabricant français indépendant de produits bio et naturels, à travers de nombreuses marques engagées comme Jardin Bio, So Bioéthique, Eau Thermale Chonzac ou Natessence. Merci infiniment à eux. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, mon illustre invité va nous parler de pleine conscience, en vacances, en mode portrait chinois. Il est une star des médias et il n'est pas nécessaire de le présenter bien longtemps. Médecin psychiatre, il est l'un des meilleurs spécialistes français de la psychologie des émotions et son dernier livre, paru chez l'Iconoclaste, s'intitule « Le temps de méditer ». Vous aurez bien entendu reconnu Christophe André pour un deuxième épisode de Métamorphose. Bonjour Christophe. Bonjour Anne. Alors, en vacances avec Christophe, voici venu le temps d'apprendre à méditer. La méditation en pleine conscience, c'est plutôt pour toi 6 heures au réveil en mode Miracle Morning, ou juste avant l'apéro et après le vélo par exemple? C'est un peu tout ça à la fois. En fait, comme tu le sais, dans la pleine conscience, on a plein de familles d'exercices. On a 3 familles d'exercices. Il y a les exercices approfondis, qu'on appelle formels, et ça, c'est plutôt à 6 heures, effectivement. Je sais pas comment tu as deviné. Moi, je suis un lève-tôt. Mon cerveau aime bien voir le jour se lever, aime bien voir les lueurs du matin. Donc, là, je prends entre 10 et 30 minutes, selon qu'on soit en semaine, en week-end, en vacances, pour faire un exercice sur la durée, d'assise silencieuse. Mais c'est vrai que pendant les apéros avec les copains, j'aime bien me mettre un petit peu en retrait et savourer l'instant. J'arrête de participer aux conversations, je savoure l'amitié qui circule, je savoure ce que j'ai dans mon verre, je savoure le ciel, je savoure l'ambiance. Donc, il ne faut pas imaginer que la méditation, c'est seulement être assis dans son coin tout seul en silence, mais c'est aussi des moments de recueillement alors qu'on est engagé dans des actions, des interactions. Et c'est très délicieux d'ailleurs, c'est très agréable de s'arrêter pour mieux savourer ce que nous sommes en train de vivre. On peut le ressentir quand tu le dis. Alors, tu parlais de ce que tu avais dans ton verre à l'apéro. Et quand tu sors, justement, c'est plutôt sirop bio, mojito et boîte de nuit ou bal musette, ambiance fest-noz. Alors non, en boîte de nuit, je déteste ça. J'ai toujours détesté les boîtes de nuit, même quand j'étais jeune et que, bon, comme tous les jeunes, j'allais en boîte pour rencontrer des filles. Et comme les filles vont pour rencontrer des garçons, sans doute, ou s'amuser. Et j'ai trouvé que les boîtes de nuit, c'était les pires endroits au monde. On ne peut pas parler, on n'entend rien. Tu as un bruit qui te défonce les oreilles. Ça coûte cher. On se fait marcher sur les pieds. Donc, je n'avais qu'une obsession. Moi, je me souviens quand j'étais en boîte de nuit, c'était qu'on en parte, quoi. Exfiltrer la fille avec qui je voulais avoir une histoire ou convaincre mes copains de plutôt aller rigoler sur une place ou sur la plage. Donc, non, je préfère beaucoup bal musette, fest-noz. Non, ça vraiment boîte de nuit, c'est pas pour moi. Et quant à sirop bio ou mojito, quand je sors, j'aime bien avoir un peu d'alcool dans le verre. Alors, je sais que c'est pas politiquement correct, mais j'aime le début de l'ivresse. J'aime pas quand ça s'aggrave, évidemment. J'essaie d'éviter mais j'aime bien ce moment où on perd très légèrement le contrôle de son cerveau, très légèrement, où tout à coup la vie devient simple, les problèmes se dissolvent et voilà, ce tout début de très légère ivresse. Et d'ailleurs, j'en avais parlé dans mon bouquin sur la vie intérieure, j'avais consacré un chapitre à ça et
Et donc, c'est molto. Bon, le sirop bio ne me donne pas ces sensations. Non, c'est sûr. Euh, Alors, en vacances, ton lieu de méditation préféré, ce serait plutôt en pleine nature dans les Cévennes, face à un paysage extraordinaire, en marche sur le chemin de Compostelle, ou sur la mer dans un bateau, par exemple, tiens. une fois de plus, c'est un petit peu tout ça. Je m'aperçois en écoutant tes questions que je suis un vénard, quoi. Il y a plein de choses que j'aime, de lieux que j'aime, mais c'est vrai que tout ce que tu décris là, ce sont des lieux de nature, hein. Les Cévennes, c'est magnifique. Les Cévennes, l'Aubrac, tous ces lieux qui me rappellent mon enfance et puis qui sont des lieux apaisants, très peu peuplés, où toutes les choses se font calmement, lentement, peu de pollution. Donc j'adore ça. J'adore marcher aussi sur les chemins Compostelle. On a fait l'an dernier le chemin de Saint-Ignace de Loyola dans le Pays basque espagnol. Cet été, on va faire des chemins de randonnée en Irlande. Donc, la marche est quelque chose de très pacifiant au point de vue de nos émotions, de très apaisant, mais aussi de très clarifiant au point de vue de nos capacités à penser, à réfléchir. C'est pas un hasard si beaucoup de grands philosophes aimaient réfléchir en marchant et expliquer que la marche était quelque chose qui fécondait leur réflexion. Et puis évidemment, la mer, la montagne, c'est-à-dire tout, dès que tu es en contact avec l'immensité, c'est Mathieu Ricard adore méditer face à l'Himalaya. Moi, je me contente des Pyrénées. C'est beau, les Évidemment, Pyrénées oui, aussi. oui. C'est splendide et puis c'est beaucoup moins surpeuplé que certains coins des Alpes qui sont très beaux aussi, mais un peu plus touchés quoi, par la vague des touristes. Donc oui, 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 ça c'est vraiment, ce sont des lieux qui facilitent beaucoup la démarche méditative, évidemment. Qu'est-ce que tu as comme rythme de méditation en vacances? C'est plutôt, tu l'as dit un peu tout à l'heure, mais c'est plutôt 5, 20 minutes, 1 heure par jour en moyenne. Qu'est-ce qui te fait envie, en fait, sans parler, parce qu'on ne s'impose Ben, pas à la méditation, j'imagine. il faut un peu se l'imposer quand même à certains moments parce que c'est vrai qu'on a toujours le sentiment que c'est peut-être pas la chose la plus urgente à faire dans nos journées, ce qui est Oui. une erreur évidemment. Enfin, c'est pas urgent, mais c'est important. Il faut jamais négliger ce qui est important. Mais c'est vrai en vacances, je mets un petit peu moins la pression. Donc paradoxalement, je médite moins longtemps le matin, ce qui peut sembler étonnant parce que je dispose de davantage de temps, mais je suis aussi moins sous pression, j'en ai moins besoin. Dans l'année, on a la pression quand même, des événements, des choses à faire, des activités qui s'enchaînent. Et donc, on sent bien quoi, que si on ne médite pas suffisamment, on va voir son stress augmenter, on va être un peu plus casse-pied pour ses proches. Oui. Et en vacances, sont plutôt des temps des espaces de pleine conscience dans la journée, ce dont on parlait tout à l'heure à l'apéro, mais aussi voilà, beaucoup plus de promenades, balades en groupe, où à un moment donné, je me laisse un peu distancer par le groupe, et puis je prends bien conscience de mon corps, des bruits, je regarde, je renifle, j'écoute. Donc, c'est une multiplication finalement de petits moments de contemplation tranquille qui sont euh, plus nombreux que dans l'année. Plus nombreux que dans l'année, où j'essaie aussi de les multiplier, mais où évidemment les environnements urbains sont un peu moins nous y faut un peu moins penser. C'est-à-dire quand tu es en vacances dans un très bel endroit, c'est évident que tout à coup tu te dis mais c'est trop beau quoi. Il faut que je m'arrête, que j'en profite, que je savoure. Alors qu'évidemment quand on est dans le métro ou en train de zigzaguer sur son vélo au milieu des bagnoles à Paris, c'est rarement c'est trop beau, il faut que je m'arrête pour en profiter. C'est plutôt vite échappant à tout ça. Ouais. Alors la méditation, depuis que tu la pratiques, ça a changé quoi pour tes vacances en famille? C'est plutôt on s'harmonise tous autour de la méditation, rien du tout, chacun fait ce qu'il veut, ou alors t'as entraîné une bande de potes et on médite joyeusement. Alors bon, les potes Mathieu Ricard et Alexandre Julien, c'est un peu facile de les faire méditer, mais je parle pas forcément de Ouais. cela. Non, alors ma famille a longtemps été réticente, mon épouse, mes filles. Là, finalement, presque tout le monde s'y est mis, deux de mes filles sur trois et mon épouse également depuis quelques années. Mais on ne médite pas ensemble. Alors, c'est assez souvent, une fois par an, mais depuis quelques temps,
on fait une petite retraite de méditation avec des amis et un prof, un instructeur qu'on connaît bien. Quant à mes filles, là, leur pratique méditative m'échappe totalement. Je pense pas qu'elle soit très intense. Mais elles ont compris le truc et je crois qu'elles ont davantage intégré dans leur journée justement ces petits temps de pause, de contemplation, d'apprendre à savourer ce qu'on est en train de vivre. Mais c'est pas, il n'y a pas la famille André en position du lotus tous les matins sur la terrasse. Hein. Non, C'est ça que tu voulais savoir. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Elles lisent tes livres, tes filles? Plus ou moins, oui, oui. Moi, je n'ai pas un fan club à la maison. Mes filles et mon épouse m'aiment bien, il n'y a pas de souci. Voilà, elles estiment ce que je fais, mais ce n'est pas des fans de mes bouquins. Donc, je suis tranquille sur ce plan-là, quoi. On parle pas de mon travail, très, très peu. Ni de mes livres, et c'est très bien comme ça. Je préfère qu'elles lisent d'autres auteurs. Moi, elles m'entendent tous les jours, donc c'est bon, quoi. Ça va à peu près ce que je pense, ce que je recommande. Et donc, je préfère qu'elles aillent voir ailleurs, effectivement. C'est souvent comme ça. Ah oui. Ouais. Et Christophe, ton cœur balance plutôt entre pleine conscience et pleine présence. Quelle différence? Je te pose cette question. J'imagine que tu vas me dire les deux quand même, parce qu'elles sont liées, mais... Ouais. Non, mais c'est vrai qu'il y a un débat. Souvent, il y a un débat. Ouais. Parce que en fait, le terme anglais, donc mindfulness, on a décidé il y a longtemps, c'est même pas moi, c'était de le traduire par pleine conscience. Le premier, finalement, à avoir proposé cette traduction, c'est le maître zen vietnamien Thich Nhat Hanh, donc qui a fondé la communauté des pruniers en Dordogne et qui a été le premier grand vulgarisateur dans notre pays de la mindfulness, qu'il a choisi d'appeler pleine conscience. Et donc, quand j'ai débarqué dans cet univers, à la fin des années 90-2000, j'ai trouvé assez naturel de traduire mindfulness par pleine conscience également pour rester dans cette lignée, dans cette continuité. C'est vrai que l'appellation pleine présence se défend également, qu'on aurait pu aussi l'appeler pleine attention. Il y a certaines langues où on l'a traduit par pleine attention. Au fond, les trois tiennent la route. Pleine conscience, ça décrit bien cet effort de prendre conscience de la subtilité, de la complexité de nos expériences. Pleine présence décrit très bien aussi le dépouillement, le côté simplifié, presque animal, qu'il y a également dans la pleine conscience, très sensorielle. Et pleine attention décrit également assez bien le travail psychologique, de sans arrêt ramener son attention sur l'instant présent. Donc, les trois se défendent, les trois ont leurs arguments. On avait déjà la pleine conscience de Thich Nhat Hanh depuis 15 ans, donc j'ai jugé que c'était pas la peine de chambouler les habitudes, de déconcerter les gens qui connaissaient déjà un peu, et je suis resté sur cette appellation-là. Mais je sais qu'il y a certains auteurs qui disent qu'on aurait mieux fait de traduire autrement. Bon, voilà. Pour moi, le débat est clos, et pour d'autres, il reste encore à ouvrir. Chacun pense un peu comme il l'entend. Alors pour tes prochaines vacances, si tu devais choisir, une activité où tu partirais seule, par exemple, tu hésiterais plutôt entre un stage de tantrisme cachemirien, une retraite dans un monastère ou un cercle d'hommes style MKP, qui est Alors MKP, pour celles et ceux qui connaissent pas forcément, peut-être même toi, c'est le Mindkind Project, qui sont vraiment comme il y a les cercles de femmes, là ce sont des cercles d'hommes, plutôt dans le champ du développement personnel. Ouais. Alors, je connaissais pas. Mon cercle d'hommes, moi j'ai ce qu'il me faut entre mes souvenirs de rugby, mes copains, j'aspire pas à en fréquenter d'autres, etc. Le tantrisme cachemirien, ma foi, je ne sais pas du tout en quoi ça consiste, ça doit être très bien, mais je suis pas plus attiré que ça. C'est les retraites dans un monastère. Moi, je fais régulièrement des retraites dans des monastères, notamment bénédictins ou autres, et je suis un fan. J'adore cette espèce de... C'est une autre planète, quoi. La lenteur, le calme, le silence, les prières, les temps de contemplation, ce sentiment d'être à la fois hors du monde, mais jamais trop loin non plus. Le monde est toujours là, de l'autre côté du mur. Retraite dans un monastère, moi, ça me fait un bien immense. Et c'est là que j'ai tout compris, finalement, de la méditation, que j'ai commencé à voir en quoi ça consistait. Et c'est cette option. Retraite dans un monastère, sans hésiter entre les trois.
Hmm. Quand tu le dis, est-ce qu'il y a même presque une partie de toi qui aurait pu avoir ce désir de devenir moine? Je dis une partie parce que tu as Oui, pas fait, ça n'a pas été, c'est pas ta vie oui, aujourd'hui. oui. Oui, oui, il y a une partie de moi qui a toujours été attirée par la vie contemplative, la vie monastique. Moi, j'ai vraiment toujours adoré cette, cette vie monastique pour 15 jours maximum. Après, j'ai jamais testé plus longtemps, mais je pense que faire le choix de passer une vie entière dans un monastère, là, c'est certainement une autre paire de manches. J'en en aurais sans doute pas été capable, mais la tentation a toujours été assez grande, au moins à l'état de fantasme. Je sais qu'à un moment donné, ça faisait un peu peur à mon épouse. Elle avait l'impression que quand il n'y aurait plus nos filles à la maison, je me retirerais dans un monastère. Bon, pour l'instant, je m'y retire, mais jamais plus de 8 jours, donc tout va bien. Oui, ça reste modéré. Oui, oui, Pas d'excès comme pour le mojito, attention. oui, 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 voilà, petite C'est ça. dose. Petite dose. Alors, le thème de notre magazine d'été de Femina Bio, c'est un spécial partage. Et en vacances, est-ce que tu aimes plutôt partager, par exemple, un voyage initiatique en famille, un retour à la maison familiale ou une expérience inédite en terre inconnue, pour reprendre le terme de cette émission célèbre? Oui, je suis pas très fort, moi, pour tout ce qui est terre inconnue, comme tous les anxieux ou les anciens anxieux. Il faut pas j'aime pas avoir trop de variables à gérer à la fois. C'est-à-dire, je n'embarquerai pas, par exemple, ma famille dans une expérience en terre inconnue parce que ne sachant pas sur quoi on va tomber, me sentant responsable des autres, je ne passerai pas un bon séjour. Donc, soit je le ferai tout seul, et puis si j'ai des ennuis, ben, c'est mon problème et Mm. j'assume. Mais quand je voyage en groupe avec mes proches, je préfère voilà, qu'on jouer la sécurité, qu'on ait tous choisi, et plutôt la découverte, effectivement, la découverte d'une grande ville, d'un pays dans lequel on n'est jamais allé tous ensemble. Retour à la maison familiale bah, pour des raisons propres à l'histoire de ma famille et de nos familles. Là, ça n'est plus, voilà, c'est pas quelque chose qui nous est possible. Mais moi, j'aurais adoré avoir une maison familiale avec des objets traînant là depuis plusieurs générations. Mais Mm. la vie en a décidé autrement. Donc, c'est la découverte, mais pas trop aventureuse. Alors, en vacances l'été, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Tu moulines sur tes projets de rentrée, tu arrives à faire le vide complet ou tu fais le bilan de l'année écoulée? Qu'est-ce que t'aimes finalement, Christophe? Poser, ralentir, moins consommer, savourer et affronter calmement pour reprendre les termes que tu utilises là pour ton livre. Ouais, ouais, ouais. Bon, moi, je crois que dans ma tête, il se passe c'est la même chose que dans la tête de la plupart des gens, c'est-à-dire il me faut 2, 3 jours pour atterrir, lâcher justement ce bilan. Après, en milieu, bah, je savoure l'instant présent, je fais le vide, en tout cas par rapport à toutes les attentes professionnelles. Je suis dans le simple plaisir de chaque jour profiter de l'activité ou de l'inactivité choisie. Et puis, quelques jours avant, je commence à penser, voilà, ne pas débarquer le lundi matin avec 36 000 trucs en retard. Donc, je me prépare un petit peu à ce qui m'attend. Mais globalement, quand même, ouais, j'arrive à de plus en plus. D'ailleurs, c'était moins facile autrefois. Et c'est de plus en plus quelque chose que je découvre avec plaisir en avançant en âge, les pures vacances, quoi, celles où vraiment, tout à coup, au bout de 15 jours, tu te réveilles un matin et tu te dis, mince, mais ça fait 15 jours que j'ai absolument pas regardé mes mails de boulot ou ouvert mon ordi, pensé au travail, et ça, c'est délicieux, évidemment. Et ça, vraiment, tu as le sentiment que c'est la pratique régulière qui t'a permis d'en arriver là? Ouais, la pratique régulière de la méditation, mais aussi la réflexion, les conseils de mes proches, les bilans personnels, parce que c'est vrai qu'on a, évidemment, on est une génération là, et puis nos enfants, ce sera encore plus violent pour eux,
qui peut très bien ne jamais déconnecter du travail et des soucis grâce ou à cause des écrans. Hein, Oui. ces diaboliques petites machines. Et là, l'effort à faire est plus grand qu'autrefois. Je pense qu'autrefois, c'était plus simple de déconnecter parce que tu n'étais pas joignable. Le courrier ne t'arrivait pas, le téléphone, il n'y avait pas de portable, donc on ne t'emmerdait pas en général. Il n'y avait pas de mail, il n'y avait pas de SMS. Donc ça paraît après histoire, mais du coup, on était réellement en vacances. Aujourd'hui, ça demande un effort supplémentaire d'affranchissement par rapport aux écrans. Et si on ne l'accomplit pas, évidemment, la tension ne se relâche jamais tout à fait. Donc, c'est autre chose. C'est des trois quarts de vacances ou des 9/10 de vacances. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller justement pour réussir à décrocher? Donc, il y a l'effort volontaire de laisser les écrans de côté. Et puis, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme rituel pour vraiment pouvoir lâcher prise? Les écrans, moi, en tout cas, pour celles et ceux chez qui c'est compliqué de les laisser vraiment de côté, qui sont obligés de les consulter chaque jour, au moins décider de l'horaire auquel on les consulte, que ça ne soit pas le premier geste de la journée, que ça ne soit pas non plus le dernier, parce qu'après on dort mal. Donc décider que tous les jours, après le petit-déj, avant que la journée de vacances commence, on consacre un quart d'heure à faire un petit check, et puis c'est comme on va dans une boîte à lettres papier, relever son courrier, on regarde ce qu'il y a, on range pour plus tard, et puis on passe à autre chose. Donc ça, c'est le premier point, vraiment, c'est les accros des écrans, essayer de reprendre à la main à ce niveau-là, la tête chaque jour, mais une heure précise, et le résultat, on n'y touche pas. Après, les rituels d'été, mais c'est redécouvrir le goût de la non-action, la simple présence, hein, s'asseoir et se voir ne rien faire, écouter, comme dit Christian Bobin, écouter le bruit que fait le monde quand on n'est pas là, c'est-à-dire écouter, regarder, renifler. Et la non-action, c'est pas l'inaction, quoi. C'est l'effort de se sentir vivant à un moment donné, dans un endroit donné. C'est la pleine conscience, c'est l'essence de la pleine conscience. C'est multiplier ces temps-là, parce que ces temps-là, durant l'année, il n'est pas si facile de se les offrir. Ça demande plus d'efforts. Là, souvent, en tout cas, le rythme des vacances nous le permet. Et puis, bien sûr, et en général, ça, c'est le côté génial des vacances, s'immerger de toutes ses forces dans la nature, prendre le soleil, profiter de la verdure, de la montagne, de l'océan, de la mer, enfin, offrir à son corps un bain de nature, puisqu'on sait aujourd'hui dans les grands conseils d'hygiène de vie qu'on recommande, nous soignants à nos patients, mais que tout le monde doit mettre en application. Il y a bien sûr donc, ce qui concerne l'alimentation, plein de fruits et de légumes, ce qui concerne l'activité physique, chaque jour, notamment en vacances, avoir marché au moins, nager, galoper, courir, grimper, que sais-je, au moins 1 heure. Donc nourriture, activité physique, méditation, tout ce qui est la famille de la méditation élargie, yoga, tai chi, toutes ces disciplines qui nous amènent à prendre conscience de l'état de notre corps et de notre esprit et à apaiser, poser, stabiliser tout ce que nous ressentons dans un certain nombre d'exercices. Mais il y a aussi, et ça c'est très très important, il y a le lien social aussi, mais le 5e point serait peut-être finalement aussi le lien avec la nature. On découvre aujourd'hui à quel point on ne peut pas vivre en bonne santé psychologique et physique si on n'a pas des contacts réguliers avec la nature. On connaît tous ces travaux là sur les balades en forêt, etc. Mais finalement, chaque année, on a tout un stock de publications scientifiques qui confirment à quel point le maintien d'un lien régulier avec la nature est précieux. Et c'est vrai qu'en vacances, alors bon, parfois on va visiter des villes, évidemment. C'est rare qu'on y passe 3 semaines entières dans un univers urbain. Mais donc ça, être vraiment attentif à ça et y être vraiment, quoi, y être savourant, en reniflant, en observant, en se taisant, en se connectant. C'est sans doute c'est ce qui nous fait le plus de bien avec les changements de rythme, l'augmentation des liens sociaux que nous permettent les vacances aussi.
la nature, c'est vraiment un truc de dingue, quoi, pour se sentir exister, se faire du bien. Et c'est très simple. On n'a Oui, rien bien à sûr, c'est faire très simple. que prendre un bain, quoi. On s'immerge là-dedans et puis Ouais. on laisse venir les bienfaits. C'est très simple et c'est aussi la bonne nouvelle pour l'humanité, c'est que dès qu'on reconnecte avec la nature, on retrouve Ouais, nos racines profondes. ouais, On le ouais, voit ouais. avec les enfants, hein. Absolument. Ouais, ouais. Ouais. Quels sont les... Alors, ça peut être aussi un peu angoissant. Je pensais à ça en t'écoutant pour certaines personnes, certains d'entre nous, d'un seul coup de se retrouver à observer, à faire le vide quand on a pédalé dans sa cage un peu toute l'année. Est-ce qu'il peut y avoir une phase un peu d'angoisse où on a du mal à lâcher ça, justement? Il y a deux choses. Il y a sans doute l'angoisse, la perte de repères, l'impression qu'au fond, sans cette action, ces écrans, cette distraction, on se retrouve un peu vide, un peu instable, un peu comme quelqu'un qui s'arrête de pédaler en vélo et qui comprend pas qu'il peut aussi laisser le vélo et marcher, quoi. Là, voilà. Il y a ce truc-là. Puis il y a aussi parfois un autre obstacle, c'est l'impression que c'est pas aussi bien que ce dont on avait rêvé, quoi, que on se Mm. faisait tout un truc génial, des vacances super, et puis c'est bien, mais c'est pas renversant. C'est cool, mais c'est pas bouleversant. Et donc, il faut laisser venir les grandes sensations qu'on peut avoir parfois et accepter qu'au début, c'est une sorte de réadaptation. C'est des petits bouts de plaisir, mais comme notre cerveau a trop fait tourner les logiciels boulot, stress et compagnie, on est, il faut remettre la chaudière en marche comme au début de l'hiver. Et là, il faut remettre le logiciel à lenteur, à calme, la capacité de savourer. Il faut remettre tout ça en marche, donc ne pas être déçu si c'est pas. Et puis c'est vrai on est mal habitué, quoi. On nous survend souvent. C'est le problème des réseaux sociaux et des pubs, quoi. On a les images de gens en vacances, ils ont toujours plein d'amis, il fait toujours beau, c'est toujours des endroits paradisiaques. Et donc, faut faire attention aussi à ça, se dire que la vraie vie, elle a un goût, c'est moins peut-être, c'est moins verni, moins parfait, mais plus profond aussi, plus réel, plus concret. Donc, attention à ne pas non plus idéaliser ce que devraient être des vacances réussies, à prendre ce qui est là, à s'en réjouir, à apprendre à l'approfondir, etc. Mm. Ça, je conseille. Alors, ce magazine d'été est aussi un spécial recette de fooding. Est-ce que tu aimes cuisiner, toi, Christophe? Ça m'est venu. Alors, c'est drôle d'ailleurs, parce que alors que mon père adorait cuisiner, dès qu'il pouvait, il était toujours fourré à la cuisine quand il avait fini de bosser. Pendant longtemps, moi, c'était la catastrophe, quoi. Je mangeais au petit-déj du coca et des pizzas. Enfin, c'était le grand n'importe quoi, que des trucs. Et puis, ça m'est venu avec le fait d'être père, de donner les bonnes choses à mes filles. Mon épouse aussi m'a éduqué à la bonne bouffe. Et là, j'adore. Voilà, maintenant, celui qui fait le plus la cuisine à la maison, c'est moi. Donc, bah, les choses que je réussis le mieux, c'est des trucs très simples, hein. J'aime bien faire des riz parfumés, là, des riz pilaf avec plein d'épices, des petits morceaux de légumes. Je fais très bien les sépions à la sétoise. C'est des Mm. petits calamars, sauce tomate, oignon, olive, etc., etc. Ça, c'est une recette de ma grand-mère. Alors bon, maintenant que je suis en train de basculer vers le végétarisme, c'est un peu plus compliqué pour moi, mais bon, voilà, de temps en temps, je fais une infraction quand Mathieu Ricard n'est pas à la maison. Et puis après, ben, je suis comme beaucoup de gens. Moi, j'aime bien en été les choses toutes simples, des super tomates achetées au marché chez quelqu'un qui les a fait venir lui-même avec une super huile d'olive et voilà, le basilic qui a poussé sur le balcon Mm. et puis c'est parfait, quoi. Tout Ouais, va des bien. produits simples et sains, en fait, bruts. Super simple, comme en hiver, les carottes râpées, ou voilà, c'est vraiment le bouillon, la soupe de légumes. Enfin, plus c'est simple avec des bonnes choses, et alors plus c'est facile à faire, et plus tu sens le goût du fruit ou du légume. Le Voilà, plus c'est tout naturel bête, hein, possible. ouais, Ouais. ouais. Moi, je suis pas un cuisinier qui fait des trucs élaborés. D'abord, ça m'ennuie, et quand c'est trop compliqué. Et puis, on perd le goût des aliments. On est dans des saveurs trop sophistiquées. Je suis pas sophistiqué au point de vue gustatif.
Je suis Tu encore trouves... néolithique, Oui. paléo même. Et tu trouves ça contemplatif, méditatif de cuisiner, justement, Et ouais, Ouais. ah ouais. Ben ouais, si tu es dans un bain de sensorialité, de présence aux couleurs, aux odeurs, faire des gestes précis, tu vois, comme font les Asiatiques, de couper Oui. les légumes en tout petits morceaux, ça cuit plus vite, les saveurs, tu as besoin de moins cuire, justement, les saveurs ressortent mieux. Alors là, faire la cuisine, quand on a la chance de pouvoir bloquer du temps pour ça, c'est un sas extraordinaire, hein, en sortant du boulot, cuisiner, avoir le temps de partage du repas, puis le temps de la soirée, c'est fantastique. C'est vraiment, c'est une activité. Ça fait partie de tous ces actes en pleine conscience, hein, qu'on réalise dans la journée, marcher en pleine conscience, cuisiner en pleine conscience, manger en pleine conscience, écouter en pleine conscience. Pour ceux qui ont la chance d'avoir un jardin, jardiner en pleine conscience. C'est très. D'ailleurs, beaucoup de gens qui aiment cuisiner sentent à quel point non seulement c'est un plaisir altruiste, ils vont regarder leurs proches ou leurs invités, mais ça leur fait du bien. Ça leur fait du bien. Ils sentent Ouais, que ça les apaise. ça stabilise leur attention, ça apaise leurs émotions, ça capte au fond leurs préoccupations, ça les canalise. Donc voilà, mais je ne suis pas quelqu'un je suis pas un grand cuisinier. Et je Je suis suis un étonnée, grand tu es rien le du temps. tout d'ailleurs, mais du moment que ça me plaît, donc ça me suffit. Ouais. Mais c'est étonnant que tu aies le temps de cuisiner parce que tu es quand même très occupé et tu arrives à trouver ce temps-là, en tout cas de cuisiner même un Ouais, peu pour le quotidien. C'est surprenant. bah, oui. Bah, je suis un peu moins occupé qu'avant, du fait que j'ai pris ma retraite de médecin, donc j'ai plus Oui. d'activité de soignant. J'ai appris à travailler plus vite. Ça aussi, sans me foutre la pression, mais j'ai appris à aller davantage à l'essentiel et j'ai aussi appris à considérer que c'était des moments importants finalement. Tous ces moments de cuisine, de partage, d'aller marcher dans les bois, toutes ces choses-là, je ne les sacrifie plus comme je le faisais autrefois. Ouais, donc c'est une question aussi de priorité. Voilà. Et je perds moins de temps en coup de téléphone. Enfin, là, le nôtre a duré longtemps, mais en général, même avec des amis, je passe pas trop de temps au téléphone. Je perds peu de temps sur les écrans. Je vais pas sur les réseaux sociaux. J'ai juste ma page Facebook Pro, mais je suis ni sur Twitter, ni sur Instagram, ni sur Facebook perso. Et ben, tout ce temps gagné, je le réinvestis dans cuisiner, marcher en forêt, ne rien faire. Voilà. Voilà, le secret. Alors, une Voilà. information un peu inédite que tu as envie de nous partager de ton dernier livre, au niveau de la recherche, par exemple, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé ou pas forcément, mais qu'est-ce que tu auras envie Alors, de sur le partager de ce plan, nouveau livre? non, pour la méditation, finalement, bon, il y a des tas de trucs qu'on continue de trouver sur le plan de la recherche, mais pas de révolution. La révolution, elle est plutôt dans la réception par la société. Là, ce que j'ai trouvé de réjouissant, en France en tout cas, ces dernières années, c'est qu'on a été auditionné 2 fois à l'Assemblée nationale, on a été auditionné au Sénat. Là, récemment, il y a 15 jours, on a été auditionné par le ministère de la Santé. Et que tout ça, c'est très bon signe. Ça veut dire que les politiques, les décideurs sont en train de comprendre qu'il y a un gisement de bienfaits dans la méditation, que ce soit dans le monde de la santé, de l'éducation, de la prévention des souffrances au travail, etc. Et que ils vont sans doute prendre cette question à bras le corps et promouvoir encore plus d'expérimentation, de mise en place de démarches méditatives dans le monde de la santé et de l'école notamment. Et c'est ça la vraie, à mes yeux en tout cas, la vraie accélération, la vraie rupture pour notre pays. C'est-à-dire que la méditation est là vraiment en train de toucher un très très grand public et c'est d'ailleurs l'objectif de mon dernier livre et de la série d'émissions que je vais faire tout cet été sur France Inter. C'est vraiment achever de rassurer les Françaises et les Français, comme les politiques, rassurer sur l'intérêt de la méditation de pleine conscience, son côté simple, laïque, accessible et immensément bénéfique.
Très bien. Écoute Christophe, on arrive à la fin de ce podcast. Merci infiniment. Merci à toi. Pour ce temps précieux. Alors, on va souhaiter à toutes et à tous de très bonnes vacances d'été. Christophe André, je rappelle le titre de ton dernier livre, Le temps de méditer. Et si vous commenciez la méditation, aux éditions L'Iconoclaste, il y a un CD audio téléchargeable avec tes méditations guidées, avec ta voix. Et ce livre parle de cette révolution tranquille dont tu parlais à l'instant, qui est en cours dans nos sociétés occidentales, avec la diffusion de la méditation, de sa pratique et de sa logique. Un livre que je vous conseille vivement en vacances pour savourer. Voilà, merci Christophe. Merci Anne. À bientôt. À bientôt. Merci de nous avoir écoutés. Pour me retrouver chaque semaine, abonnez-vous gratuitement sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. Si vous aimez le podcast Métamorphose, n'hésitez pas à le soutenir pour favoriser sa diffusion en lui donnant 5 étoiles. Et découvrez en avant-première la personnalité de la semaine sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast. Merci encore infiniment à notre cher partenaire officiel, Léa Nature, engagé de nature, et premier fabricant français indépendant de produits bio et naturels, dont ces marques bio reversent 1% de leur chiffre d'affaires pour la planète.